moindre parent de profiter des résultats de son fiston qui est à l'autre bout du monde en train d'affronter d'autres nations. Donc c'est de penser à ça, rien que ça fait plaisir de participer à ça, quoi. Monter un petit forum pour pouvoir échanger les résultats, les classements. Et en fait, ça c'est un petit peu la base de tout ça, quoi. C'est Polo Web à l'époque. Ouais, je me souviens de ça. Alors ça, c'était quoi? C'était une sorte de blog un peu, enfin... C'était un forum de discussion où on avait essayé de progressivement de structurer un petit peu les discussions sur les résultats, sur les classements. Les plus grosses évolutions, elles ont été faites pendant la compétition, donc je faisais ça à chaud, quoi. C'est vrai. Je me mettais un petit peu de côté et puis... Aujourd'hui, on va parler d'un bénévole, mais pas n'importe lequel. Un de ceux qui, sans bruit, sans projecteur, a littéralement transformé le kayak polo moderne. Je parle naturellement de Laurent Garrigue. Tout commence simplement, un joueur déménage à Paris, il ne peut plus suivre les résultats de son club. Alors, comme rien n'existe, il crée un forum, juste pour suivre les copains, rien de plus. Sauf que derrière ce geste anodin, il y a une volonté de créer du lien. Et ce petit forum devient la base d'une aventure complètement folle. Parce que ce passionné va ensuite créer, avec quelques amis et la fédération, l'outil que tout le monde utilise aujourd'hui. KPI, Kayak Polo Info. L'outil qui gère nos matchs, nos feuilles de marque, nos classements, nos championnats, nos lives et même nos championnats du monde. Ce mec-là, Laurent, c'est le genre à coder en plein milieu d'une finale, dans un Algeco, parce qu'il manque une fonctionnalité. Un problème, il le corrige. Une idée, il la teste. Un besoin, il l'intègre. Et tout ça en live, sous pression, pendant que toute la planète Kayak Polo regarde. Aujourd'hui, KPI, c'est plus qu'un logiciel. C'est un lien. Un pont entre les clubs, les joueurs, les arbitres, les familles. C'est ce qui permet à une maman, à l'autre bout du monde, de voir son fils marquer un but. C'est ce qui aide un club à organiser un événement sereinement. C'est ce qui donne la valeur à nos matchs, à nos athlètes, à notre sport. Et le plus fou dans tout ça, c'est 100% du bénévolat, 100% de passion, 100% de l'amour du sport. Dans cet épisode, on découvre l'homme derrière la machine. Son parcours, la naissance de Polo Web, la création de KPI, les mondiaux, les galères, les réussites, et sa vision d'un sport profondément humain, familial et unique. Bienvenue dans un épisode où l'on met en lumière quelqu'un qu'on voit peu, mais dont tout le monde profite. Très bonne écoute. Petite présentation de qui tu es, comment tu es arrivé dans le kayak polo, quelle est la vision de ce sport atypique, et après la notion d'implication de bénévole un peu acharné que tu es, pour derrière parler un peu de KPI, derrière voir l'évolution aussi. On l'a parlé tout à l'heure un petit peu de l'IA, donc j'ai hâte de voir aussi un peu ça, d'apprendre de tout ça. Ça te va? Ouais, aussi. ok. Bon, du coup, Laurent, comment t'es tombé dans le kayak polo? Raconte-moi tout. Alors, j'ai commencé à la fin de l'adolescence, je faisais pas trop de sport, j'étais plutôt musique, dans la famille on était plutôt musique. Mais mon frère avait des amis qui faisaient du kayak polo au club d'Agen. Du coup, j'ai commencé un petit peu à y aller avec lui et finalement, moi j'y suis resté et pas lui. Pour différentes raisons, ça remonte un petit peu. Donc je jouais, je crois que c'était en National 2, National 3 à l'époque, avec une équipe à Agen qui jouait en National 1. Tu jouais au club d'Agen? Ouais. C'est ça? Ok. Ouais. Ok. Donc j'avais joué avec Americo Catarino, assez belles époques, Ouais. notamment. À l'époque où il restait que sous les buts et il n'avait pas trop le droit d'avancer. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Il y avait une planche en bois ou pas? Parce que j'ai appris qu'on jouait sur une planche en bois à l'époque. Non, c'était déjà des buts quand même. Ouais, il y avait Philippe Cabré-Rizzo aussi, t'as connu? Non. Il était
Tu n'as pas été entraîneur des Entraîneur à filles l'équipe de France aussi, ouais. et des féminines, non, peut-être? C'est bien, ouais. Ah, je pense que quand je suis arrivé, il venait de partir, un truc comme ça. Donc lui, je l'ai découvert au kayak polo et en fait, je me suis aperçu que je le connaissais déjà parce que c'est lui qui m'avait appris quand j'étais encore plus jeune à faire du ski, du monoski en l'occurrence. Ok, je ne savais même pas que ça existait. Donc, ouais, c'est une petite époque sympa. Et puis, donc voilà, je me suis bien amusé pendant quelques années dans ce club. Et puis, pour le boulot, j'ai dû monter sur Paris, sur la région parisienne. Et donc, quitter mon club. Et là, je me suis rendu compte que j'avais du mal à suivre un petit peu les résultats de mes anciens coéquipiers. Donc, commencer à essayer de trouver des solutions et puis monter un petit forum pour pouvoir échanger les résultats, les classements. Et en fait, ça c'est un petit peu la base de tout ça, quoi. C'est Polo Web à l'époque. Ouais, je me souviens de ça. Alors ça, c'était quoi? C'était une sorte de blog un peu? Enfin, C'était un forum, de discussion où on avait essayé de progressivement de structurer un petit peu les discussions sur les résultats, sur les classements, pour que tout le monde un petit peu puisse partager ses propres résultats, les résultats de son club, de son équipe. Voilà. ok. Donc c'est toi qui as monté le truc? C'est moi qui l'ai monté et puis assez rapidement, il y a eu quelques petits coups de main pour m'aider à l'administrer. Dont notamment Nours, qui était un des premiers à rejoindre, à constituer l'équipe en fait, donc pour pouvoir administrer tout ça. Ça, tu peux me dire à peu près, c'était en quelle année? C'était en 2000. Ça va être autour des années 2000, je pense. Ouais, ça doit être ça. Il y a 25 ans, quoi. Ouais. Ça rajeunit pas. Ouais. Et Nours, c'était déjà de la partie avec toi? Nours, c'était déjà de la partie, ouais. Ok. Et avant d'aller un peu plus loin, tu peux juste me dire, aujourd'hui, tu as une place particulière dans le monde du kayak polo, tu es membre de la CNA, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc la CNA, pour ceux qui ne voient pas, c'est la Commission nationale d'activité. Il y en a une dans chaque discipline, donc kayak polo. Et Nours, qui est Eric Vignet, si je m'abuse, fait aussi partie de la CNA, même s'il vient de nous quitter il n'y a pas très longtemps. Et il était avec toi, si je reviens un petit peu en arrière, un des premiers à animer Polo Web. Ouais. Qui avait vocation, parce que toi, tu es parti, si je fais un petit résumé, tu as découvert kayak polo à Agen, avec Amiri Coach notamment, donc qui est d'ailleurs toujours un grand entraîneur en kayak polo, qui a mis sa casquette plutôt chez les Espagnols. Et tu voulais suivre les copains et tu ne trouvais pas de moyens pour les suivre. Ouais, il n'y avait pas de moyens, il n'y avait pas de structure, de solution pour pouvoir suivre les résultats de son équipe et puis globalement de l'ensemble des équipes, des clubs, les progressions, quoi. Et du coup, parce que c'est un outil un peu informatique, tu as une petite appétence pour l'informatique? J'avais déjà une petite appétence effectivement pour l'informatique, une passion pour ce sujet-là. Donc voilà. Parce que c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui quand même, il y a 25 ans. Non, mais il y avait déjà des moyens et ça commençait. J'avais commencé déjà à tâtonner un petit peu le sujet depuis quelques années à titre personnel. Début de l'informatique, les premiers PC, avant même les PC, les premières consoles. Alors c'était à l'époque des Amiga et des Atari. Ça me parle pas. Quelques passionnés qui reconnaîtront certainement. Voilà, moi j'ai eu dans les mains un des premiers PC et du coup j'ai pu développer mes premiers petits jeux personnels, programmés déjà. Donc c'était trop bien. Assez jeune, j'étais quand même assez tôt là-dedans, effectivement. Parce que tu as eu un cursus de formation dans ce domaine-là ou Non, pas du tout. C'était vraiment une passion. Enfin, après, la formation, c'était plutôt orienté comptabilité, pour différentes raisons, parce que ça marchait bien, que à l'époque, je ne me posais pas forcément de questions sur l'avenir professionnel. Donc, l'informatique, c'était pas forcément un objectif, c'était vraiment un plaisir-passion. Et du coup, un peu autodidacte, quoi. Tu as acheté du matos, tu as regardé un peu ce qui se faisait. C'est ça. Ouais. Trop bien. C'est vrai, trop cool. Et est-ce que tu as réussi à continuer cette passion de joueur quand tu es arrivé dans la région parisienne ou pas du tout? Non, là, effectivement, c'est là que j'ai arrêté. Du coup, à cette époque-là,
J'ai pas poursuivi le kayak polo. Il n'y avait pas forcément de solution aux environs de là où je m'étais installé. Il y avait peut-être le club de Chelles, mais c'était un petit peu loin déjà, et du coup, non, j'ai pas poursuivi ça. Ok. Donc, j'ai arrêté le kayak polo et la seule activité sportive que je faisais à l'époque, c'était un petit peu de course à pied. C'était assez léger, assez irrégulier, chaotique comme parcours. Ouais. Et pourtant, tu as persévéré parce que on Ouais, discutait tout à l'heure. j'ai repris il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Il y a 6-7 ans que je me suis remis au sport assez sérieusement. Ok, assidu. Après, il y a eu d'autres périodes un petit peu plus actives. Mais ouais, Ok. Et cette remise au sport, là, c'était une motivation. Là, tu m'as parlé que tu as fait le marathon de Paris il n'y a pas très longtemps. Ouais, j'ai fait mon premier marathon cette année. Ouais. C'était un défi. Petite fierté. Ouais, trop bien. Bah, bravo. Après mes 50 ans, mais c'est pas grave. Non, ouais, j'y prends plaisir. Ouais, c'est Trop pas- bien. Tu cours combien de fois par semaine à peu près? 2 à 3 fois par semaine, donc bon, c'est pas. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est top. Ouais, c'est pas un grand rythme, mais je me fais plaisir. Voilà, je cherche pas des records, je cherche pas à battre mes propres records, c'est déjà Bah, bien. c'est super. Ouais, et puis d'un point de vue santé, c'est super. Et si on revient un petit peu sur le kayak polo, du coup, bah, t'as arrêté, mais t'es encore là 25 ans après, Ouais, ou ouais. 20 ans après, je sais pas quand t'as En arrêté. fait, une fois que je me suis plongé dans ce forum à l'époque, bah, depuis cette époque-là, en fait, je me suis pas arrêté. J'ai repris, bizarrement, j'ai repris le kayak polo une fois pour un tournoi à Assigné. Ouais, je La Bryce Cup, ça remonte à 4 ou 5 ans, et ça faisait 25 ans que je n'avais pas touché un ballon. un ballon, une pagaie, que j'avais pas fait un esquimotage. Et c'est revenu l'esquimotage, j'ai réussi à le Ah faire ouais aussi. Ouais. Ouais, comme quoi, c'est comme le Avec un petit peu quelques petits rappels de la technique en amont. en amont avec Nours notamment, ou Ouais, trop bien. Trop bien. quelques amis qui m'ont refait faire les tests, et déjà qui m'ont poussé à participer à ce tournoi. Donc c'était pas mal. Ah, c'est chouette. Et Donc, du coup, c'était rigolo, quoi. Mais, est-ce que c'est ces amis qui t'ont fait garder un peu le lien avec le kayak polo? Comment ça se fait que tu as duré alors que tu as arrêté la pratique? parce que la passion, elle était au-delà du kayak polo. J'avais l'impression de rendre service en fait, et j'y prenais plaisir à ce que je faisais, et j'avais vraiment l'impression que ça aidait, que ça servait, que ça plaisait. Donc voilà, j'ai continué comme ça par plaisir, par passion, quoi. Par altruiste, Ouais. du coup. On va dire. Ouais, c'est ça. Trop bien. Et parce qu'on va parler du cœur du C, je t'ai dit, KPI, avant de parler de ça, du coup, bah, sur la vision, donc tu as connu le kayak polo alors que moi j'étais pas né. Enfin, non, je rigole, j'étais pas né dans le kayak polo. Je suis pas si jeune que ça. Mais tu l'as vu un peu grandir. Moi, ça me dit, est-ce que tu as soit des petites anecdotes ou une petite vision de comment ça a évolué? Quelle est la tendance entre ce que tu as connu à Agen, en équipe 2 du coup, et un petit peu aujourd'hui ce que tu vois? La vision que j'ai, c'est peut-être ce que j'ai pas connu, ce qui commençait tout juste, c'est la structuration des entraînements, par exemple. Enfin, ce qui commençait. Alors, il y avait une structuration des entraînements sur le terrain, sur l'eau en fait. Oui. En dehors de l'eau, quasiment pas, ou en tout cas, j'en avais pas la perception à cette époque-là. Au club d'Agen, par exemple, au moment où je partais, on commençait tout juste à équiper, essayer de trouver des solutions pour équiper une partie des vestiaires en salle de musculation, pour faire du renforcement musculaire. C'était tout juste le début de ça. Après, voilà, j'étais pas suffisamment impliqué pour me rendre compte de ce qui se faisait à haut niveau, on va dire, mais j'ai l'impression que maintenant, voilà, même les jeunes, voilà, il y a quand même une organisation, une structuration de l'entraînement qui va au-delà du kayak lui-même, et de la progression avec le kayak, le pagaie, la pagaie et le ballon, quoi. Ouais, bah complètement. De toute façon, les U21 d'aujourd'hui, si je regarde juste par rapport à... alors, si les jeunes écoutent, ils vont rigoler, mais à mon époque, quand j'étais U21, bah là, ils sont tous préparés physiquement. Ouais. C'est sûr que c'est intégré dans leur routine, voire même des fois, moi, ce que j'ai observé quand je suis arrivé il y a 3 ans en équipe nationale, c'est qu'il manque peut-être des fois un peu de polo, quoi. On est tellement sur des athlètes
qu'on a oublié un peu le jeu de polo, que peut-être vous, c'était intuitif parce que vous passiez plus de temps sur l'eau qu'en dehors. Ouais, c'était peut-être l'inverse, effectivement, la proportion. Peut-être, oui. Enfin, après, je fais une grosse caricature pour qu'on comprenne, mais effectivement, d'accord. Donc là, plutôt le côté athlétique ou en dehors du bateau, quoi. C'est ça, ouais. Et sur le côté ambiance, est-ce que ça tu retrouves toujours les valeurs un peu que tu as retrouvées, les copains? Globalement, oui. Après, étant un peu plus sur mon ordinateur et un peu moins au bord des terrains, j'ai moins de contacts. Et puis, bon, mon caractère fait que je suis peut-être plus réservé, plus timide, et je suis moins allant à aller vers les autres joueurs, les autres équipes quand je les connais pas trop. Ouais. Mais c'est surtout aussi, je pense, parce que je suis moins souvent sur les bords des terrains, parce que mon activité essentielle se concentre derrière un ordinateur. Ouais, derrière plusieurs écrans. Ouais, c'est ça. Donc, ma perception est peut-être différente, mais ouais, j'ai pas l'impression que ça ait évolué dans un sens ou dans l'autre. De ce que il y a toujours un esprit familial, il y a toujours une bonne ambiance dans les équipes. Globalement, il y a toujours des problèmes, mais bon, globalement, ça se passe quand même bien. Il y a un esprit de famille. Il y a le fait aussi que c'est un sport qui est peut-être pas encore suffisamment reconnu à la valeur qu'on espérerait. Et du coup, ça reste une perception de sport amateur, avec tout ce que ça implique de devoir se débrouiller pour obtenir des moyens à quelque niveau que ce soit, pour son équipe, pour son club. Donc, nous, à la CNA, on essaie de faire au mieux pour faire progresser, pour structurer ça, mais malgré tout, ça reste avec... ces inconvénients de ces avantages aussi, c'est un sport qui coûte pas trop cher globalement, en tout cas je pense, et du coup ça permet aussi à pas mal de monde d'en profiter sans se prendre la tête et sans être impacté non plus négativement par des aspects financiers trop importants qui seraient mal utilisés, voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est un sport alors à la base de matériel, quand il faut acheter un bateau, une paquet, des jupes, etc. Néanmoins, on a une structuration en France qui est très sociale. On a quand même si le modèle, tu vois bien, au niveau sociétal, il est en train d'évoluer, mais le modèle associatif est moins accompagné. On n'est pas un sport olympique, donc on est encore moins accompagné que les sports olympiques. Mais c'est ce que j'entends dans ton discours, c'est que là, ça c'est un inconvénient, qu'on n'ait peut-être pas beaucoup de subventions ou qu'on n'ait pas un gros budget, si je parle de l'équipe de France, ou qu'il n'y a pas des joueurs qui sont payés, que c'est professionnel. Ouais. Mais l'avantage de ça, c'est que j'ai l'impression, en tout cas ça n'engage que moi, et peut-être que tu vas confirmer, mais les relations elles sont plutôt saines, elles sont simples. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, parce que pour que ça réussisse, on est obligé de se débrouiller un petit peu et de se faire confiance et de s'entraider. Donc ça amène aussi un minimum de cohésion entre les athlètes, entre les clubs. Voilà. Donc, De la solidarité. toujours moyen d'améliorer tout ça, mais globalement, ça se passe quand même pas trop mal, quoi. Déjà, si je reprends juste la casquette de CNA qu'on a tous les deux, là, dans notre groupe, on a aussi une athlète, on en parlait tout à l'heure, Marion Robert, qui est athlète équipe de France et qui est dans notre groupe. Ça, on l'aurait peut-être pas vu si c'était professionnel. Donc ce lien-là, il est aussi très positif. On a tous une casquette de s'entraider, donc ça, je trouve ça plutôt simple comme relation. Moi, ce que j'avais apprécié, peut-être toi aussi, mais quand j'étais jeune, je pouvais côtoyer des grands champions, alors que dans notre sport, si j'aurais fait de l'athlétisme, je les aurais vus que à la télé, quoi, par exemple. Ouais. Tu vois. Et c'est quand même chouette de faire ça. Non, c'est vrai, c'est ça. C'est clair. Ok. Et ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Après Polo Web, il y a eu la naissance d'un outil qu'on connaît tous, qu'on utilise tous en tout cas, mais je crois qu'on ne sait pas trop qui est à l'origine de ça. Et j'ai hâte de savoir un petit peu, voilà, Polo Web, ça a marché un temps, c'était une initiative, il y a eu des copains comme Nours qui sont arrivés. Et à un moment donné, j'ai dit, tiens, il faut faire autre chose, quoi. Ouais. Alors vas-y, raconte-nous tout.
Alors pour le web, au départ c'était un simple forum et puis progressivement j'ai rajouté des petites fonctionnalités pour pouvoir archiver les classements en fait des différentes équipes au fil des années, division par division, et puis commencer à pouvoir saisir les résultats au lieu de les saisir dans un poste au format texte, de les saisir dans une base de données pour pouvoir les archiver, faire des calculs avec. Voilà, on a rajouté une, puis deux, puis trois petites fonctionnalités à tout ça. Donc c'est devenu un outil qui dépassait le seul cadre d'un simple forum d'échange. Le problème, c'est que aussi, dans ce sens-là, à force de rajouter des petites pièces, ça commençait à devenir une usine à gaz, quoi. Ouais. Donc il y avait voilà, aux alentours des années 2002-2003 une richesse quand même assez donnée à toute cette information qui a été cumulée au fil des mois, au fil des années, et la volonté de pas perdre tout ça, mais de pouvoir le pérenniser, d'en faire un outil un petit peu plus structuré, un petit peu plus opérationnel. Donc là, c'était à l'époque de Nicolas Garbi, qui était président de la CNA. Il était président, Nico? Ouais. Excellent. Toi, j'en apprends tout le temps. C'est trop bien. Qui a pris le train en marche et qui a fait en sorte qu'on puisse négocier avec la fédération, parce que là, c'était toujours à titre amateur et en autonomie qu'on avait fait ça jusque-là. Donc là, on a fait en sorte avec la fédération de trouver un moyen de redévelopper quelque chose de plus costaud, quoi, de plus opérationnel, de plus structuré. Donc là, on a fait appel à Pierre Cosra, qui développait déjà pour la fédération, pour les autres disciplines, le slalom, la course en ligne, la descente. Je ne sais plus s'il faisait déjà les trois à l'époque, mais probablement. C'est possible. Voilà, tout ce qui est outils FF Canoë. Ouais. Donc on était malgré tout une particularité à l'intérieur de la fédération. On est toujours resté une particularité parce qu'on était le seul sport collectif, donc avec les spécificités d'une gestion complètement différente. Donc avec Pierre Cosra, on a travaillé ensemble, lui et moi, pendant quelques bons mois, pendant un peu plus d'une année, je crois, de souvenirs, de mémoire, pour réaliser un outil. Donc moi j'avais déjà l'expérience de ce que j'avais déjà réalisé avec Polo Web. Ouais. Et lui, il avait la compétence. Et du coup, en gros, moi j'étais un petit peu le chef de projet, lui le développeur. Il apportait ses compétences et son expérience aussi des autres disciplines qu'il a pu intégrer dans l'outil. Et donc, ensemble, en gros, on a développé kayakpolo.info. Ok. Et ça doit être hyper enthousiasme comme projet. Ah ouais, c'était super intéressant parce que on réfléchissait à assez long terme sur les possibilités, sur les nécessités, sur la structuration des données pour pouvoir faire un outil qui puisse durer, qui puisse apporter un peu plus que ce que faisait déjà le forum, mais en beaucoup plus simple, et permettre aux autres acteurs, les clubs, les équipes, les joueurs, les athlètes, les responsables de compétition, d'utiliser cet outil, et chacun de pouvoir s'en servir pour leurs propres besoins, donc pour préparer une compétition, la gérer, gérer une journée, gérer un match, etc. Est-ce que tu peux juste nous faire part des petites fonctionnalités comme là tu peux effectivement créer des compètes, donc des formats des schémas de jeu, mettre les scores directement, faire des petites stats de buteurs. Est-ce qu'il y a quoi d'autre comme fonctionnalité Alors c'était le départ, c'était quand même si on voyait loin, à l'époque on voyait loin avec les données qu'on avait et avec la capacité qu'on avait, on gérait une compétition, on gérait une journée, on gérait des matchs, mais on gérait pas le contenu du match encore. Okay. Donc ça c'est venu un petit peu plus tard. Une fois que l'outil a été réalisé, derrière j'ai repris la main, j'ai appris aussi en même temps
avec Pierre Cosra, je me suis amélioré un petit peu dans le développement et j'ai vu comment il faisait, j'ai appris de lui et je suis monté en compétence, on va dire, pour pouvoir reprendre la main sur l'outil par la suite et apporter moi-même des modifications. Et notamment la possibilité de gérer totalement un match sur KPI, avec une feuille de marque en ligne. Oui. Donc gérer le chrono, les buts, les cartons, la fin du match, le calcul du score. Voilà. Donc à chaque fois c'était des petits coups de main ou des interactions avec Pierre Cosra pour qu'il m'assiste quand ça devenait un petit peu trop compliqué pour moi à l'époque. Et puis je reprenais la main sur d'autres fonctionnalités par la suite, etc. Donc on a progressivement fait évoluer l'outil, puis il continue d'évoluer actuellement. Donc voilà, c'est un travail continu depuis cette époque-là. Donc de mémoire, on l'avait lancé en 2006 ou 2007, l'application. Ok. Je crois que c'était 2006, parce que 2007, il y a eu les championnats d'Europe à Thury-Harcourt. Oui. On n'a pas géré avec KPI, mais on était prêt à l'époque. Bon, on n'était pas encore assez Expérimenté peut-être. expérimenté pour gérer une compétition internationale. Ouais. Et derrière, on a enchaîné avec d'autres compétitions, quoi. Sur les évolutions qu'il y a aussi, vous faites alors est-ce que c'est en lien, parce que moi j'y connais rien là-dedans, mais le streaming sur la chaîne CNA YouTube, là, Ouais. c'est en lien aussi avec KPI Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est peut-être un peu plus récent. Ça a une douzaine d'années, on va dire. On a progressivement intégré des fonctionnalités. C'était, attends, je vais pouvoir te dire plus précisément. C'était pour les championnats d'Europe à Saint-Omer en 2017, c'est ça. 2017, ouais. C'était mes derniers. Et ben non, c'était même avant, c'était en 2014 à Thury-Harcourt, pour moi. Donc voilà, ça remonte à 2014, je disais 10 ans, ça fait 11 ans. Donc 2014, l'application avait déjà encore pas mal évolué jusque-là, et puis on s'est mobilisé donc avec une équipe constituée la Dream Team, de la Dream Team, du cœur de l'application, c'est-à-dire Nours à nouveau, Nicolas Trottou et Pierre Cosra qui est resté avec nous pendant toute la semaine de compétition et qui développait aussi sur l'application. Et on a géré les championnats du monde de 2014 sur KPI. Avec effectivement des incrustations qu'on fournissait à la régie vidéo qui était juste en dessous de nous, en fait. Il y avait deux Algeco l'un au-dessus de l'autre. Nous, on était la gestion de course à l'étage et la régie vidéo qui était au rez-de-chaussée. Donc là, c'était les professionnels. On leur fournissait les incrustations vidéo prêtes à l'emploi Trop bien. avec les temps et les résultats, les buts et les cartons en direct incrustés pour la diffusion. En plus, 2014, c'était pour notre sport novateur en termes d'image. Ouais. Une belle arène, un monde incroyable. La qualité vidéo, même les championnats du monde et d'Europe d'après, sur les autres nations, c'était dur. Hein. Ouais, c'est resté une référence. Ouais. Ah ouais, 2014, je me souviens, c'était incroyable. Le site était naturel et incroyable et bien aménagé pour la compétition. Un souvenir fabuleux pour énormément de monde, c'est une référence. Ouais. Toi, tu avais été en 2007 à Thury-Harcourt ? J'étais à Thury-Harcourt en 2007, ouais. À l'époque, on gérait aussi la compétition, mais en papier ou sur d'autres. Ah ouais, d'accord. C'était une gestion différente. Et si on fait une petite aparté, mais du coup, tu as vécu 2007 et 2014. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être comparer ? Est-ce que c'était différent ? Enfin, c'était forcément différent. Mais... Ouais, c'était forcément différent. Bizarrement, 2007, j'avais pas énormément de souvenirs de cette compétition. Okay. Peut-être que je l'ai occulté volontairement. Généralement, on occulte les choses qui sont pas terribles, mais là, c'était incroyable quand même. Et du coup, ce qui reste en mémoire, c'est 2014 énormément, effectivement. Là, c'est resté une empreinte indélébile. C'est un souvenir fabuleux. Ouais.
Ouais, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Moi, 2007, je me souviens, j'ai d'ailleurs chez moi, j'ai un cadre photo où il y a une photo de moi et mon papa dans les tribunes. Ah ouais. Je pense que j'avais 14 ans à peu près à l'époque. Et ouais, c'est un de mes plus beaux souvenirs que j'ai de cette image-là. La finale, c'était les U21 d'ailleurs à l'époque. Et voilà, bref. Si on revient sur du coup KPI, donc là, un logiciel qui, au début, si je refais un peu la genèse, pour le web, pour voir les scores des copains, cumuler un peu de données. Ah tiens, ce serait pas mal d'archiver un peu tout ça. Voilà, ça commence à être complexe. Il faut qu'on travaille avec la Fédé. À l'époque, le président de la CNA, donc la CNA, c'est la Commission nationale d'activité en kayak polo, qui fait partie de la fédération. Hein. Ouais. C'est juste on va dire un service, quoi. C'est une instance, ouais. Ouais, une instance, ouais, pardon. Dit Nico Lagarbi, il dit bon, il faut voir avec la Fédé. Il y a un cadre de la Fédé qui t'accompagne sur développer un logiciel qui s'appelle Kayak Polo Info, qui au départ était juste là pour, encore une fois, archiver des données de match, mais on ne pouvait pas, en tout cas tout départ, voir les buts, les actions, c'était vraiment le score final. C'est ça, score général, le score final des matchs, classement les points, et historique des classements. Ouais. Et du coup, derrière, hop, une des priorités, c'était de dire ce qui serait intéressant d'avoir des petits stats sur les joueurs, peut-être les buteurs, les cartons, savoir quand ils ont marqué, etc. Donc on se développe un peu plus là-dessus. La vidéo, c'est aussi un outil de promotion pour nos sports, mais aussi nous, si je prends ma casquette d'entraîneur, d'analyse. Donc c'est ce que vous avez développé. 2014, c'était incroyable là-dessus, même si vous n'étiez pas encore opérationnel, c'était les prémices, mais puis derrière, maintenant, vous êtes plutôt très opérationnel. Si je reprends un événement qu'on a partagé ensemble, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en Chine, il y a un an maintenant. Ouais. En Chine, du coup, c'était l'équipe KPI, parce que maintenant, ce que vous vendez même vos services. Ouais. Donc, quand je dis vendre, c'est un logiciel qui a été conçu par des bénévoles, donc vous, enfin toi en l'occurrence, et la fédération, vous êtes que des bénévoles. Les championnats du monde en Chine, c'était où déjà Des Kings. Je sais plus comment on parlait. Vous demande en disant est-ce que vous pouvez gérer la compète, et vous dites ok, donc c'est une prestation de service qui revient à la fédération, qui revient plutôt à la CNA du coup, c'est fléché plutôt kayak polo, je suppose. Et là, votre service, c'est quoi? C'est la gestion totale? C'est la gestion sportive de l'événement en fait. Pour revenir sur les débuts de KPI et sur sur les fonctionnalités progressives de l'application, en fait, quand on a commencé à gérer des matchs, l'idée c'était de les gérer nous-mêmes pour pouvoir se rendre compte des manques, des besoins. Enfin, c'était peut-être plus dans l'autre sens, c'est qu'on était amené à gérer des matchs, on était amené à gérer des compétitions et des gros événements, donc les finales de championnat de France, des finales de Coupe de France, des trucs comme ça. À l'époque, c'était 7 terrains, non? Ouais, c'est ça, c'était 7 terrains, ouais. Donc c'était quand même des enjeux à Saint-Omer, à Évian, un truc comme ça. Gonpontouvre, non? Gonpontouvre, ouais. Donc c'était quand même des événements assez importants à organiser, et du coup il fallait des outils qui soient fluides à utiliser, et donc c'est comme ça qu'on a fait évoluer l'application en fait. C'est parce qu'on l'utilisait nous-mêmes. Dans la gestion des projets numériques, on dit eat your own dog food, mange ta propre nourriture pour chien, c'est utilise tes propres applications pour te rendre compte des problèmes qu'elle hyper intéressant. Qu'elle génère. Donc c'est là qu'on se rendait compte des besoins, des fonctionnalités. On utilise l'application et on prenait nous-mêmes des notes, on se rendait vraiment compte dans la réalité de ce qui nous manquait, de ce qu'il faudrait, de ce qu'on aimerait, tout ça. Donc c'est comme ça que l'application a évolué, donc avec l'équipe de choc de l'époque qui nous suivait toujours, Nours, Nico. Tout au long du week-end qu'on passe ensemble, on se rend compte ensemble et ça serait bien qu'il y ait ça. Et souvent, les plus grosses évolutions, elles ont été faites pendant la compétition. Donc je faisais ça à chaud, quoi. C'est vrai. Je me mettais un petit peu de côté et puis. Ah ouais. Ouais. Incroyable. Et ça se faisait en 2014 à Turin-Harcourt, Pierre Costra.
c'est ça qu'il faisait aussi. Il développait à chaud. Il a passé sa semaine à coder. Et moi, quand j'ai repris la main après sur l'application et que j'ai continué de la faire évoluer, bah, c'est là que je faisais les plus grosses progressions en fait. C'est à chaud, voilà, avec le risque que ça comporte. Hein, c'est pas quand on gère les projets numériques, c'est pas forcément ce qui est recommandé, quoi. Mais c'est là que c'était efficace parce que voilà, ça. Trop bien. Tu sais exactement ce qu'il faut au moment où il le faut et quand tu le fais, tu as la petite, la très grosse même satisfaction de dire ouais, ça c'est fait, on va pas attendre 2 mois pour l'avoir, au moins on l'a immédiatement, on peut en profiter de suite sur le week-end. C'est énorme. C'est énorme. Mission commando quoi. Ouais, c'est ça. Trop bien. Ça me fait penser à une méthode agile en informatique qui parle beaucoup de méthode agile. Ouais. Bah ouais, tu dois connaître, du coup ça me fait vraiment penser à ce genre de truc où il s'était rendu compte, si je me souviens bien, de cette méthode-là, parce que j'avais intervenu dans le milieu sur la performance collective notamment d'ailleurs, où pour sortir un produit entre les feedbacks, en fait c'est vraiment ça qui est important, le feedback client, et qu'avant on disait allez, on prend l'avis ou le besoin d'un client, on processe pendant 1 an et puis quand on sort sur le marché, bah, c'est obsolète quoi. Et donc là tu étais complètement là-dedans. Le cycle en V, en fait, tu arrives à un produit qui ne correspond pas à la réalité parce que le besoin n'est pas forcément bien exprimé, bien retranscrit, bien compris, et en plus il a évolué le temps du développement. Et du coup tu arrives à quelque chose qui ne correspond pas à ton besoin, alors que là si tu fais des interactions très rapides entre l'utilisateur et le développeur, et quand le développeur est aussi utilisateur, c'est énorme. Plus d'intermédiaires, c'est encore mieux. C'est trop bien. Et ce principe-là, moi j'essaie vraiment de l'avoir sur... c'est mon père qui m'avait enseigné ça, là, c'est ceux qui font qui décident. Et je trouve que c'est resté vraiment en mémoire là, sur plein de choses. On se plaint souvent que c'est des tours d'ivoire là, qui décident de notre place et qui ne savent pas du terrain, etc. Et du coup, faire ces allers-retours là, ou avoir toujours une mission de terrain, voilà, tu étais complètement dedans. C'est changer. Après, c'est pas seulement nos propres ressentis, mais effectivement comment gérer les plus grosses compétitions, toutes les finales et tous les événements majeurs. Donc on était au cœur du besoin réel et de la complexité qu'on pouvait retrouver, qu'après les autres organisateurs au fil de la saison pouvaient retrouver aussi, mais plus ponctuellement. Et on prenait en compte aussi leurs besoins, leurs évolutions. Du coup, le cœur vraiment des évolutions sur des gros événements comme les phases finales, où à l'époque il y avait 6 ou 7 terrains. Là. Et ça, c'était les coups de boost. Et chaque année, on va dire ça faisait des grands pas d'évolution du KPI. Quoi. Et comment vous êtes passé de ça, là, à un besoin national, à une demande internationale? C'est la réussite de 2014, hein, notamment, qui a été repérée, identifiée par l'ICF. Et quand ils ont organisé les championnats du monde à Welland au Canada, là en fait le Canada n'est pas forcément un pays de kayak polo, ils sont pas structurés, organisés pour organiser. Voilà, c'est quand même un sport assez bien implanté sur le continent européen, mais les autres continents quand même beaucoup moins. Et le Canada, il découvrait un petit peu tout ça, et du coup l'ICF a voulu assurer le coup et profiter de notre expérience. Ils nous ont demandé si on pouvait partir là-bas pour donner un coup de main à l'organisation et faire le même job en fait. C'est la gestion sportive de la compétition, de l'événement, et fournir les incrustations à la régie vidéo. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Et vous étiez combien du coup on est parti à 3. Donc Nours, Nathan, mon fils, qui s'était intégré dans l'équipe aussi, et moi. Trop bien. On est parti à 3 à l'aventure avec et ça un petit peu d'inconnu parce qu'on ne savait pas trop comment on allait se débrouiller là-bas, mais on était suffisamment sûr de notre expérience et de notre compétence sur la gestion sportive et de l'outil qui nous servait. Pour pouvoir. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est bien passé. Voilà, les temps de préparation avant la compétition, il a fallu qu'on crée le lien avec les organisateurs qui comprennent qu'on était bien bénévole et pas prestataire classique, malgré que la prestation soit payante.
Voilà, nous on y Oui, allait mais bon. à titre bénévole, donc voilà, il a fallu qu'on crée le lien, avec eux, qu'on leur fasse bien comprendre notre façon de travailler, notre façon de penser, et puis après, une fois que c'était fait, c'était parti, quoi. Et ça s'est bien passé, quoi. Il y a eu plusieurs. Du coup, il y a eu Welland, et après, il y a eu d'autres événements. Après Welland, les autres compétitions se sont passées en France. On a eu Saint-Omer, Ah bah oui, je suis bête. 2017, l'année juste avant Welland, Saint-Omer 2022 pour les championnats du monde. Et 2022, juste après 2022, du coup, c'est ce coup-ci la Chine, l'ICF à nouveau, sur la proposition de l'ICF, que la Chine a fait appel à nous Et ça a été pour refaire la même chose, et puis ça s'est très bien passé. Ouais. Pareil, beaucoup d'inconnus, avec des inconnus supplémentaires, parce que en Chine, c'est pas forcément le même cadre de travail. Il y a un pare-feu national qui pouvait nous bloquer l'accès à notre serveur qui était basé en France. Donc on ne savait pas trop comment ça allait se passer. La communication qui n'était pas forcément évidente en amont sur les réunions en visio, parce que les organisateurs parlaient pas forcément super bien anglais, c'est pas toujours les bons interlocuteurs qu'on a en face, etc. Donc on est arrivé, on a atterri à Ducking, on savait pas trop comment ça allait se passer, et puis finalement voilà, c'est pareil, une fois que le relationnel a été créé, quand on s'est présenté, on a expliqué ce qu'on faisait, comment on bossait, notre état d'esprit. Nickel. Tout s'est très bien passé. Voilà. Trop bien. Et est-ce qu'il y a des perspectives du coup pour les années futures là? Par exemple là, Duisbourg, c'est... Ouais, Duisbourg, on s'est proposé, mais là, les Allemands, ils sont un petit peu plus expérimentés pour organiser des compétitions de grande envergure. Hein. Ils font des tournois à 7, 8, 9 terrains, je crois. Ouais. Donc voilà, ils sont rodés. Ils sont rodés sur les gros événements. Donc ils vont pas faire appel à nous. On sait que l'Italie, c'est pareil, ils ont leur propre système, donc ils vont pas faire appel à nous. Ouais, c'est vrai. Après, voilà, on sait que les championnats du monde sont une fois en Europe, une fois sur un autre continent, alternativement tous les 2 ans. Donc on ne sait pas trop la prochaine fois, ça pourrait être en Océanie. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, on est disponible. Et motivé. Et motivé, Okay. donc voilà, avec une équipe qui peut évoluer au fil des temps. On a toujours le noyau dur. Nours, Nico, et puis Mathieu, qui est aussi à la commission, qui nous a rejoint il y a quelques années et qui s'est vachement impliqué aussi sur ce sujet-là notamment. Et du coup, pour entrer dans ce noyau dur, il faut avoir des compétences en informatique, il faut avoir Pas spécialement, c'est surtout la passion du kayak polo et un petit peu d'expérience sur l'organisation de compétition. Après, la compétence informatique, on va dire, c'est moi qui l'ai. Bon, des fois, je me suis senti un petit peu seul, et c'était pas forcément facile d'avancer. Et là, ça va un petit peu mieux pour différentes raisons. Okay. Mais c'est vrai que c'est pas... Le cœur des métiers, c'est... Le sujet principal, on va dire, c'est de définir le besoin, d'identifier clairement le besoin, la façon de fonctionner. Et donc c'est plus une problématique métier que numérique, quoi, on va dire. Donc là, si on a un appel à candidature, c'est motivation, passionné par le kayak polo, la bonne volonté, bien se marier, parce que le soir on se marre bien, c'est important. Et puis après, ambiance, ça permet de faire vivre le groupe dans la durée. C'est primordial. Ouais. Et tu nous parlais du coup que les Allemands, les Italiens, ils ont des programmes similaires aux nôtres. Je dis bien similaires parce que chaque programme doit bien être unique. Ouais. Ça me fait dire que mon esprit de compétition la parle. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait faire que KPI devienne, ou comment KPI pourrait devenir incontournable sur tous les pays, si on enlevait le côté égo, politique et tout. Il y a des choses que les Allemands font qu'on fait peut-être pas, les Italiens aussi, tu as peut-être regardé un peu les logiciels, je sais pas. Oui, après ce qu'on propose à chaque fois sur des compétitions comme ça, c'est pas le logiciel, c'est la prestation, et la prestation c'est surtout un service qui s'appuie sur ce logiciel-là, mais c'est quand même malgré tout un service, une expérience et une expertise de la gestion de compétition, de la gestion sportive. Okay. Donc savoir préparer
un programme de compétition en amont, en plaçant les équipes, les arbitres, sans qu'il y ait de soucis, pouvoir le réajuster au dernier moment pour différentes raisons, une équipe forfait, la météo qui se gâte, des trucs comme ça. Donc être en capacité de réagir très vite, de s'adapter, de gérer, de travailler un petit peu sous la pression, même si c'est naturellement, c'est pas forcément mon fort. Dans les faits, je me suis aperçu que c'est là que ça marchait le mieux. Donc bon. Ouais, comme quoi on se découvre. Ouais, c'est ça exactement. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Donc voilà, c'est surtout cette compétence-là et cette expérience et cette expertise qu'on propose dans les compétitions et qu'on essaie de démontrer. Et c'est pas juste un logiciel, c'est pas juste un gros tableur en fait avec des équipes, des matchs et des scores, quoi. Ça va quand même beaucoup plus loin. Et puis c'est l'outil lui-même, c'est l'intégration effectivement de possibilités progressivement de plus en plus importante avec les incrustations qu'on en a parlé, des affichages automatiques pour le public sur des écrans, des incrustations qui incluent le temps au dixième de seconde avec le shot clock, des trucs comme ça. Les pénalités, voilà, tout un tas de choses qui évoluent encore actuellement. Voilà. Donc c'est la mise à disposition des informations pour l'intégrer sur le site de l'événement, par exemple, si c'est pas KPI lui-même. La possibilité d'avoir tout ça dans plusieurs langues, puisqu'on le propose en français et en anglais systématiquement, mais on a proposé certaines fonctionnalités en chinois pendant les championnats du monde à Deking. Donc, alors qu'on ne lit pas une ligne de chinois, mais on a su s'appuyer sur de la compétence locale pour développer pour traduire les termes et puis intégrer ça dans le système. Okay. Donc voilà, c'est un ensemble en fait, c'est tout un package avec une équipe qui se connaît, qui sait travailler, qui sait se débrouiller dans la difficulté, pour la gestion de ces événements et subir un petit peu la pression et assurer le résultat final, quoi. En fait, vous êtes une vraie équipe de kayak polo, quoi. C'est un petit peu ça, ouais. Quand je t'entends parler, j'ai vraiment l'impression que je parle avec mes gars, quoi. Ouais, c'est chouette. Avec des titulaires, avec des remplaçants, et toujours le besoin d'une équipe qui tourne un petit peu et complètement. mais qui réussit à assurer. Ouais, parce que quand je t'entends parler aussi, ça fait le lien où moi j'ai des copains aussi qui ont des entreprises là d'accompagnement de projets, etc. Et l'outil KPI, c'est une porte d'entrée pour te faire connaître, mais par contre la vraie plus-value, c'est l'accompagnement. De ce que j'entends, c'est vraiment ça, c'est ça. Au départ, oui, vous avez développé un outil qui permet de la gestion de compétition, mais par contre, votre vraie plus-value, c'est ce que tous les organisateurs rêvent, c'est de dire, on vient mettre en place une compète, mais c'est comme dans la vie, tous les jours, ça se passe jamais comme ça. Il y a toujours des soucis, et donc vous avez l'expérience, l'expertise pour adapter ça, et que nous, les joueurs ou les entraîneurs, on s'aperçoit de rien, quoi. Ouais. C'est vraiment votre qualité, quoi, si je résume, si je me permets. Ouais, c'est ça, ouais. Résumé. Assurer le relationnel avec le chef des arbitres pour planifier les arbitrages, des trucs comme ça. Trop bien. Puis après, on se découvre des compétences progressivement aussi, puisque pour Avranches, dernier championnat d'Europe, finalement, jusqu'à présent, on avait l'habitude de fournir les incrustations à la régie vidéo. Cette année, c'était nous aussi, la régie vidéo. On a assuré aussi cette partie-là, alors de façon amateur, avec du matériel qu'on a pu trouver, avec beaucoup moins d'expérience dans ce domaine-là. Et une qualité qui était forcément de moindre niveau, mais on a quand même réussi à assurer ça malgré tout pour diminuer les coûts, parce que l'organisation des championnats d'Europe à Avranches s'est faite vraiment dans l'urgence avec des budgets très limités. Donc on a pu assurer ça aussi carrément. Pour le club d'Avranches, pour le CA. Donc, même pour en fait le kayak polo français. Hein. Ouais, et puis c'est effectivement c'est important aussi de le rappeler, c'est que voilà, tout ce qu'on fait dans KPI
Et tout ce qu'on fait évoluer dans KPI, l'objectif, c'est pas seulement d'en profiter sur les gros événements internationaux, c'est de pouvoir en faire profiter aussi la moindre compétition nationale, régionale, départementale ou le tournoi, le petit tournoi du coin, voilà, que tout le monde puisse profiter de toutes les fonctionnalités, un maximum en tout cas de fonctionnalités de l'outil, le plus simplement possible. C'est un outil hyper simple. Moi, j'y connais rien et j'arrive sur mes challenges régionaux. Alors, j'appelle toujours Mathieu ou David, mais quand je fais du cake polo à 110 gamins là, sur le week-end, c'est hyper simple avec le téléphone. Et je vais revenir aussi sur la genèse de tout ça parce que au départ de notre conversation, tu as mis en avant que ta vision du cake polo, c'est notamment les copains, donc on en a parlé, bien rigolé, etc. Que ce sport est amateur et que c'est un peu à double tranchant dans le côté où, c'est pas professionnel, donc du coup, peut-être qu'on est dans l'inconfort financier, mais néanmoins, on a une proximité humaine, une solidarité. Et là, les Europes, le message qui a été envoyé à tout le monde, je trouve, alors tant le club organisateur, avec à la tête Laurent Debieux, mais c'est juste un peu l'icône de tous les gens, ou qui représente tous les gens qui ont œuvré pour ça, qu'on dit à, je sais pas, il y avait 3 mois ou 4 mois pour organiser. Ouais, 3 mois, c'était pile 3 mois. Ouais. 3 mois. 90 jours, je crois. Ouais, c'est ça. Exactement. Un truc de fou. De dire, ok, on assume le challenge de faire un Europe, alors qu'il n'y a personne qui pourrait le faire, et s'ils n'avaient pas Après fait... 2 désistements successifs. la Pologne, l'Italie. Ouais. Ok, on y va, on se retrouve sur les manches. Vous, la CNA, si j'ai bien compris, et KPI, ok, on va vous accompagner. On fonce, on ne fait pas de prestations, c'est gratuit. Et en plus de ça, on vous accompagne sur un domaine qui n'est pas notre compétence, c'est la prise vidéo. Alors certes, elle était peut-être un peu moins bien, mais c'était pour alléger les coûts. Et si je reviens un petit peu, si je me permets, encore une fois, sur la genèse de ton implication dans le cake polo, c'est créer du lien. Polo Web, c'était créer du lien avec tes copains pour voir un peu les résultats. Et aujourd'hui, 25 ans après, à Avranches, vous mettez de la vidéo pour créer du lien avec les familles, des joueurs, des joueuses. Ouais, permettre à tous les compétiteurs et au-delà des frontières françaises, à l'international, de profiter. Il y a une phrase qui revient souvent dans le monde du kayak polo, c'est une grande famille. On le retrouve à l'international aussi, dans certains forums, parce qu'il y a d'autres outils qui permettent aussi de partager, d'échanger sur le kayak polo, sur les résultats, sur les compétitions internationales, tout ça. Donc c'est aussi en lien avec tout ça, c'est dans le même esprit en fait. Ouais, carrément. C'est permettre aux moindres parents de profiter des résultats de son fiston qui est à l'autre bout du monde en train d'affronter d'autres nations. Donc c'est de penser à ça, rien que ça fait plaisir de participer à ça, quoi. Ouais. C'est marrant parce que, alors encore une fois, je suis désolé si je prends un peu trop la parole, mais ce que je perçois, ce qui vient en moi quand on échange ensemble, là, c'est vraiment ce côté où on fait les choses, mais c'est plus grand que nous, en fait. C'est vraiment... Moi, c'est ce que j'essaie d'enseigner à mes joueurs aussi, c'est de dire que on fait ça, mais ça rayonne de façon beaucoup plus large, et c'est beau de voir ça. Je trouve ça vraiment, aujourd'hui, dans cette notion de créer du lien, et l'outil l'accompagnement que vous avez pu faire à Avranches, c'est un peu symbolique, encore une fois, tant le club que vous, que tout le monde en fait. Ouais, c'est une image à part, cette compétition-là. Ouais, c'est top. Ok, et peut-être une dernière question, ou après peut-être il y en aura d'autres, mais quelle serait la grande évolution de KPI alors, à ton avis, dans un monde fou, dans le monde idéal, où tout est possible? Des petites réflexions en cours sur comment apporter. On a toujours des difficultés à apporter de la stat en fait, de la stat pendant le match. Ouais. On a essayé, on a fait plusieurs tentatives depuis 2014. On a la stat classique, c'est le meilleur buteur, des trucs comme ça. Voilà, oui. Ça c'est fait, ça marche, ça pose pas de difficulté. Mais derrière, trouver d'autres stats qui puissent autant avoir un intérêt médiatique
pour bien faire identifier le sport, moderniser sa perception un petit peu, et puis apporter aussi aux compétiteurs, aux entraîneurs, de l'information vraiment exploitable pendant le match ou après le match. C'est là on a fait plusieurs essais, on a fait plusieurs tentatives et on n'a pas encore réussi à avoir le résultat qu'on escomptait, quoi. C'est jamais évident de récolter de la donnée facilement. On a des sports comme le basketball, le hockey sur glace, les stats, c'est une armée de 20, 30, 40 personnes qui s'occupent que de ça, quoi. Tout à fait. Dans le monde bénévole du canoë-kayak et du pas une kayak polo en armée particulier, chaque fois qu'il faut mobiliser une personne de plus sur chaque terrain pour faire quelque chose, ça coûte cher, c'est compliqué à organiser, à structurer. Voilà. Donc là, il faut qu'on trouve des moyens numériques justement pour pouvoir aller plus loin. On a la donnée de base dans KPI et il faut qu'on réussisse à l'enrichir encore plus. Donc il y a ça qu'on n'a pas encore, qu'on n'a pas encore franchi. On réfléchit encore à des solutions. Et puis d'autres étapes qui sont peut-être plus en lien avec la qualité d'arbitrage. Donner un coup de main aux arbitres pour notamment par exemple valider l'entrée d'un but. Ah oui. Voilà, une expérience malheureuse mais qui fait réfléchir. Au championnat du monde de Saint-Omer, voilà, avec l'équipe de France féminine en finale qui se fait refuser un but qui, après, en regardant la vidéo à nouveau, était bien rentré. On n'en veut pas aux arbitres. Sur le moment, ils ont fait avec les moyens et l'arbitrage vidéo n'existe pas encore dans le kayak polo. Mais si on pouvait apporter ça aux organisateurs, d'une part, aux équipes, d'autre part, aux arbitres, forcément, parce que c'est les premiers concernés, et aux fédérations françaises, européennes et internationales. Là, il y a un vrai sujet, un vrai enjeu. On doit pouvoir faire quelque chose, quoi. Okay. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels on espère trouver des solutions prochaines. Voilà. On voit ce qu'on peut trouver, quoi. Trouver des solutions à la méthode kayakiste, quoi. Ouais. Avec pas grand chose, on doit faire des choses exceptionnelles. Parce que nos collègues en handball, là, qui ont des caméras dans les gymnases partout, là, et qui peuvent faire des stats dans tous les sens, il n'y a pas de souci. Mais nous, on n'est pas encore là-dessus. C'est un vrai défi et je suis content d'apprendre ça en exclusivité, parce que du coup, c'est pas des discussions qu'on a souvent. Est-ce que toi, tu as des choses que tu voudrais évoquer, qu'on n'a pas abordées, que tu aurais aimé ? Sûrement plein de monde qui m'a accompagné à un moment donné et que j'ai pas cité dans nos discussions là. C'est vrai qu'au-delà du noyau dur, il y a eu plein de monde qui a participé de près ou de loin à l'évolution du produit ou à l'évolution de l'équipe. Donc, on va les remercier comme ça, simplement. Voilà. C'est super. Non, mais c'est vrai, c'est pas simple à chaque fois de. Moi, le premier, quand je fais des petits retours, des remerciements, t'es toujours partagé entre dire des noms et en même temps, la liste est tellement grande et on s'en rend pas compte et des fois on peut oublier. Ouais, c'est ça. Il y a des présidents de CNA, des membres de CNA, et tellement d'acteurs. Des référents sur tel ou tel sujet. Il y a énormément de. Enfin, l'outil lui-même et l'équipe finalement se retrouvent au cœur de toute l'activité. La gestion sportive, c'est le moteur. Enfin, c'est pas le moteur, parce que le moteur c'est quand même le sportif, l'athlète. Parce que c'est le lien, c'est les rouages, quoi. C'est le lien, voilà, entre tous les personnages de l'activité. Donc on se retrouve au milieu et du coup on est obligé de fluidifier ce lien ou de participer à la fluidification de ce lien, donc, et d'échanger. Et nous on apporte, mais on reçoit aussi énormément. On a toujours été sur les lieux de compétition, que ce soit des finales ou de simples journées de championnats ou des tournois internationaux. On a toujours été très bien accueillis partout où on est allé. Donc c'est aussi les organisateurs, tous les bénévoles. Il n'y a pas de limite. Tout le monde à un moment donné a participé à ce qu'on est aujourd'hui, quoi. Ouais, trop bien. Donc c'est un monde de bénévoles, c'est un monde
D'amateurs dans le bon sens du terme, de passionnés. Ouais, c'est ça, de passion. Donc voilà, nous on fait notre part, on espère du mieux possible et on apporte ce qu'on peut, mais on profite aussi de tout ce qui est fait par les autres, chacun sur sa partie, quoi. Ouais, bah c'est bien de le rappeler. Et c'est aussi pour ça que j'essaie de faire des podcasts avec vous. Les personnes dans l'ombre qui œuvrent tellement pour nous. Donc voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu voulais partager ou ça va? Pas spécialement. Bah, merci beaucoup pour cet échange, Laurent. Merci à toi. C'était hyper enrichissant, j'ai adoré. Et je suis sûr que tout le monde a apprécié ce petit moment. J'espère. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et j'ai envie de rester encore un instant. Juste pour vous laisser résonner ce qu'on vient de partager. Parce que derrière les matchs, derrière les scores, il y a des gens comme Laurent, Nours, Nico, des gens qu'on ne voit pas, qui ne réclament rien, mais qui donnent tout. Il y a quelque chose de beau, presque de fragile, dans cette passion qui traverse les années, dans cette envie de faire exister un sport simplement, parce qu'on y croit. On parle souvent des champions, des actions, des buts, mais la vérité, c'est que sans ces bénévoles-là, sans ces cœurs qui œuvrent dans l'ombre, il n'y aurait aucune histoire à raconter, aucun souvenir à transmettre, aucune famille du cake polo. Alors vraiment, merci. Merci à lui, et merci à tous ceux et celles qui donnent de leur temps, de leur énergie, et parfois même leur vie, pour que tout ça continue d'exister. Si ce moment vous a touché, partagez-le, faites-le voyager, et surtout, prenez le temps, un jour, de dire merci à quelqu'un qui fait vivre votre sport. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et de vos bénévoles.